Le rossignol et la rose. Elle a promis de danser avec moi si je lui apportais des roses rouges, s'écria le jeune étudiant. Mais il n'y a pas une rose rouge dans tout le jardin. De son nid dans le chêne vert, le rossignol l'entendit. Il regarda à travers le feuillage et s'étonna. « Pas une rose rouge dans tout le jardin !» s'écria l'étudiant, et ses beaux yeux s'emplirent de larmes. Ah, de quelle petite chose dépend le bonheur! J'ai lu tout ce qu'ont écrit les sages, et tous les secrets de la philosophie sont miens, et cependant, faute d'une rose rouge, ma vie devient infortunée. Voilà au moins un véritable amant, dit le rossignol. Nuit après nuit, je l'ai chanté sans le connaître. Nuit après nuit, j'ai dit son histoire aux étoiles. Et voici que je l'aperçois. Ses cheveux sont aussi sombres que la fleur de jacinthe, et ses lèvres aussi rouges que la rose de son désir. Mais la passion lui a fait un visage pâle d'ivoire, et la douleur lui a mis son sceau sur le front. « Le prince donne un bal demain soir, » dit le jeune étudiant, « et ma bien-aimée sera de la fête. Si je lui apporte une rose rouge, elle dansera avec moi jusqu'à l'aube. Si je lui apporte une rose rouge, je la tiendrai dans mes bras, et elle penchera sa tête sur mon épaule, et ma main pressera la sienne. Mais il n'y a pas de rose rouge dans mon jardin. Je resterai ici délaissée, et elle m'ignorera. Elle n'aura de moi nul souci, et mon cœur se brisera. » Voilà en vérité un véritable amant, dit le rossignol. Ce qui fait mon chant fait sa souffrance. Ce qui est joie pour moi est peine pour lui. Vraiment, l'amour est une chose merveilleuse. Il est plus précieux que l'émeraude et plus rare que la fine opale. Les musiciens seront assis dans la galerie, dit le jeune étudiant. Ils joueront de leurs instruments à cordes, et ma bien-aimée dansera au son de la harpe et du violon. Elle dansera si légèrement que ses pieds ne toucheront pas le sol. Et les courtisans, dans leurs gais atours, s'assembleront autour d'elle, mais elle ne dansera pas avec moi, car je n'ai pas de rose rouge à lui donner. Et il se laissa tomber sur l'herbe, enfouit dans ses mains son visage et pleura. « Mais pourquoi pleure-t-il » demanda un petit lézard gris en filant près de lui, la queue dressée. « Pourquoi, en vérité » dit un papillon qui, en voletant, poursuivait un rayon de soleil. « Pourquoi, en vérité » murmura une pâquerette à sa voisine d'une voix basse et douce. « Il pleure pour une rose rouge » dit le rossignol. « Pour une rose rouge » s'écria-t-il. « Ah, que c'est ridicule !» Et le petit lézard, qui était quelque peu cynique, se mit à rire à gorge déployée. Mais le rossignol comprenait le secret du chagrin de l'étudiant. Il restait silencieux dans le chêne et songeait au mystère de l'amour. Il étendit soudain ses ailes brunes et prit son vol. Il traversa le bosquet comme une ombre, et comme une ombre il vogua par le jardin. Au centre de la pelouse, il y avait un beau rosier, et quand il le vit, il vola vers lui et se posa sur une branche. « Donne-moi une rose rouge » s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont blanches, » répondit-il, « aussi blanches que l'écume de la mer et plus blanches que la neige des montagnes. » Mais va voir mon frère qui croît autour du cadran solaire. Peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. Et le rossignol vola vers le rosier qui croissait autour du vieux cadran solaire. « Donne-moi une rose rouge, » s'écria-t-il, « et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont jaunes, » répondit-il, « aussi jaunes que les cheveux de la sirène assise sur un trône d'ambre et plus jaunes que le narcisse qui fleurit dans le pré. »
Mais va voir mon frère qui croit sous la fenêtre de l'étudiant. Peut-être te donnera-t-il ce que tu désires. » Et le rossignol vola vers le rosier qui croissait sous la fenêtre de l'étudiant. « Donne-moi une rose rouge, s'écria-t-il, et je te chanterai ma plus jolie chanson. » Mais le rosier secoua la tête. « Mes roses sont rouges, répondit-il, aussi rouges que les pattes de la colombe et plus rouges que les grands éventails de corail qui s'agitent sans cesse dans la caverne de l'océan. Mais l'hiver a glacé mes veines, et le froid a détruit mes bourgeons, et l'orage a brisé mes branches, et je n'aurai pas de rose cette année. C'est une rose rouge que je désire, s'écria le rossignol. Rien qu'une rose rouge, y a-t-il aucun moyen de l'obtenir? Il y a bien un moyen, répondit le rosier, mais il est si terrible que je n'ose te le dire. Dis-le-moi, pria le rossignol, je n'ai pas peur. Si tu ne veux une rose rouge, dit le rosier, il faut que tu la crées avec de la musique au clair de lune et que tu la teintes du propre son de ton cœur. Il faut que tu chantes pour moi avec ta gorge contre une épine. Toute la nuit, il faut que tu chantes pour moi et que l'épine perce ton cœur et le sang de ta vie doit couler dans mes veines et devenir mien. La mort est un grand prix à payer pour une rose rouge, s'écria le rossignol, et la vie est très chère à tous. Il est agréable de s'asseoir dans le bois vert et de contempler le soleil dans son char d'or et la lune dans son char de perles. Doux est le parfum de l'aubépine, et jolis sont les campanules qui se cachent dans la vallée et la bruyère qui fleurit sur la colline. Mais l'amour vaut mieux que la vie, et qu'est-ce que le cœur d'un oiseau comparé au cœur d'un homme? Et il étendit ses ailes brunes et prit son vol. Il parcourut le jardin comme une ombre, et comme une ombre, il vogua vers le bosquet. Le jeune étudiant était encore couché sur l'herbe, là où il l'avait laissé, et il y avait encore des larmes dans ses beaux yeux. « Sois heureux !» s'écria le rossignol. « Sois heureux, tu auras ta rose rouge. Je la créerai avec de la musique au clair de lune et la teinterai du propre son de mon cœur. Tout ce que je te demande en retour, c'est que tu sois un amant véritable. L'amour est plus sage que la philosophie, bien qu'elle soit sage, et plus puissant que le pouvoir, bien qu'il soit puissant. Ses ailes sont couleur de flamme, et couleur de flamme est son corps. Ses lèvres sont tout comme miel, et son haleine est comme l'encens. » L'étudiant leva les yeux et écouta. Mais il ne pouvait comprendre ce que lui disait le rossignol, car il ne savait que les choses qui sont écrites dans les livres. Mais le chêne vert comprit, et il s'attrista, car il aimait chèrement le petit rossignol qui avait fait son nid dans ses branches. « Chante-moi une dernière chanson, murmura-t-il. Je serai bien seul quand tu seras parti. » Et le rossignol chanta pour le chêne vert, et sa voix était comme de l'eau qui coule en murmurant d'un vase d'argent. Quand il eut fini son chant, l'étudiant se leva et tira un carnet et un crayon de sa poche. « Il a de la technique, se dit-il en traversant le bosquet. On ne peut le lui dénier, mais a-t-il du sentiment? Je crains bien que non. En réalité, il est comme la plupart des artistes, il est tout style et sans sincérité. Il ne se sacrifierait pas pour les autres, il ne pense qu'à la musique. Et chacun sait que les arts sont égoïstes. Et pourtant, il faut admettre qu'il a quelques belles notes dans la voix. Quel dommage qu'elles ne signifient rien ou ne servent pas à quelque chose. » Et il entra dans sa chambre, s'étendit sur son lit et se mit à songer à son amour. Et après un certain temps, il s'endormit. Et quand la lune brilla dans le ciel, le rossignol vola vers le rosier et mit sa gorge contre l'épine. Toute la nuit, il chanta avec sa gorge contre l'épine et la froide lune de cristal se pencha pour écouter.
Toute la nuit, il chanta, et l'épine entra de plus en plus profondément dans sa gorge, et le sang de sa vie s'en alla de son corps. Il chanta d'abord la naissance de l'amour dans le cœur d'un jeune homme et d'une jeune fille, et sur la plus haute branche du rosier fleurit une rose merveilleuse, pétale après pétale, comme chant après chant. D'abord, elle fut pâle, pâle comme les vapeurs suspendues au-dessus de la rivière, pâle comme les pieds du matin et argentée comme les ailes de l'aube, comme l'ombre d'une rose dans un miroir d'argent, comme l'ombre d'une rose dans un étang. Ainsi était la rose qui fleurit sur la plus haute branche du rosier. Mais le rosier cria au rossignol de se presser plus fort contre l'épine. « Presse-toi plus fort, petit rossignol !» cria le rosier, « sinon le jour viendra avant que la rose soit finie. » Et le rosier se pressa plus fort contre l'épine, et son chant s'éleva de plus en plus, car il chantait la naissance de la passion dans l'âme d'un homme et d'une femme. Et une délicate rougeur apparut sur les pétales de la rose, comme la rougeur sur le visage de l'époux quand il baise les lèvres de l'épousée. Mais l'épine n'avait pas encore atteint son cœur, de sorte que le cœur de la rose demeurait blanc, car seul le sang du cœur d'un rossignol peut empourprer le cœur d'une rose. Et le rosier cria au rossignol de se presser plus fort contre l'épine. « Presse-toi plus fort, petit rossignol !» cria le rosier, « sinon le jour viendra avant que la rose soit finie. » Et le rossignol se pressa plus fort contre l'épine, et l'épine toucha son cœur, et une douleur cruelle le transperça. Plus cruelle était la douleur, et plus farouche devint son chant. Et la rose merveilleuse devint pourpre, comme le rose du ciel d'Orient. Pourpre était le cercle des pétales, et pourpre comme un rubis était le cœur. Mais la voix du rossignol s'affaiblit de plus en plus, et ses petites ailes se mirent à battre, et un voile descendit sur ses yeux. Son chant s'affaiblit de plus en plus, et il se sentit étouffé. Puis son chant jaillit pour la dernière fois. La lune l'entendit, elle en oublia l'aube et s'attarda dans le ciel. La rose rouge l'entendit, et elle trembla, toute extase, et ouvrit ses pétales à l'air frais du matin. « Regarde, regarde !» s'écria le rosier. « La rose est finie maintenant !» Mais le rossignol ne répondit pas, car il était mort, et couché dans l'herbe haute avec l'épine dans son cœur. Et à midi, l'étudiant ouvrit sa fenêtre et regarda dehors. « Quoi, quelle chose merveilleuse !» s'écria-t-il. « Voici une rose rouge. Je n'ai jamais vu de ma vie une rose pareille. Elle est si belle qu'elle doit avoir, j'en suis sûre, un nom latin très long. » Et il se pencha et l'accueillit. Puis il mit son chapeau et courut à la maison du professeur avec la rose dans sa main. La fille du professeur était assise sur le seuil et son petit chien était couché à ses pieds. « Vous avez promis de danser avec moi si je vous apportais une rose rouge, » s'écria l'étudiant. « Voici la rose la plus rouge du monde. Vous la porterez ce soir près de votre cœur, et tandis que nous danserons ensemble, elle vous dira combien je vous aime. » Mais la jeune fille fronça le sourcil. « Je crains qu'elle n'aille pas avec ma robe, » répondit-elle. « Et de plus, le neveu du chambellan m'a envoyé quelques vrais bijoux, et tout le monde sait que les bijoux comptent beaucoup plus que les fleurs. » « Eh bien, sur ma parole, vous êtes une ingrate !» dit l'étudiant avec colère, et il jeta la rose dans la rue, où elle tomba dans le ruisseau et fut écrasée par une voiture. « Quelle chose absurde que l'amour, dit l'étudiant en s'en allant. Il vous force à croire des choses qui ne sont pas vraies. » Et il revint dans sa chambre,
tira un gros livre poussiéreux et se mit à lire. Le géant égoïste. Tous les après-midi, en revenant de l'école, les enfants allaient jouer dans le jardin du géant. C'était un grand et ravissant jardin avec une douce herbe verte. Çà et là, sur l'herbe, il y avait de belles fleurs qui ressemblaient à des étoiles, et il y avait 12 pêchers qui, au printemps, s'épanouissaient en délicates floraisons, couleur de rose et de perles, et en automne portaient des fruits magnifiques. Les oiseaux, assis sur les arbres, chantaient si joliment que les enfants s'arrêtaient de jouer pour les écouter. « Comme nous sommes heureux ici !» s'écriait-il. Un jour, le géant revint. Il était allé visiter son ami, l'ogre de Cornouailles, et était resté 7 ans avec lui. Au bout de 7 ans, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car sa conversation était limitée, et il avait décidé de retourner dans son château. Quand il arriva, il vit les enfants jouer dans le jardin. « Que faites-vous ici ?» s'écria-t-il d'une voix très rude, et les enfants s'enfuirent. « Mon jardin à moi et mon jardin à moi. Tout le monde peut comprendre cela, non ? Et je ne laisserai personne d'autre que moi y jouer. » Et il construisit tout autour un mur très haut et mit un écriteau. « Défense d'entrée sous peine d'amende. » C'était un géant très égoïste. Les pauvres enfants n'avaient plus d'endroit pour jouer. Ils essayèrent de jouer sur la route, mais la route était très poussiéreuse et pleine de gros cailloux, et ils n'aimaient pas cela. Après avoir appris leur leçon, ils erraient autour du mur en parlant du beau jardin qui était à l'intérieur. « Comme nous y étions heureux !» disaient-ils entre eux. Puis vint le printemps, et partout dans les champs il y avait des petites fleurs et des petits oiseaux. Dans le seul jardin du géant égoïste, c'était encore l'hiver. Les oiseaux se souciaient peu d'y chanter puisqu'il n'y avait pas d'enfants, et les arbres oubliaient d'y fleurir. Un jour, une belle fleur sortit sa tête de l'herbe, mais quand elle vit l'écriteau, elle fut si peinée pour les enfants qu'elle se glissa de nouveau dans la terre et se remit à dormir. Les seuls satisfaits étaient la neige et le gel. « Le printemps a oublié le jardin !» s'écriait-il, « de sorte que nous vivrons ici toute l'année. » La neige couvrit l'herbe de son grand manteau blanc et le gel peignit d'argent tous les arbres. Puis ils invitèrent le vent du nord à demeurer avec eux, et il vint. Il était enveloppé de fourrure et mugissait tout le jour dans le jardin et renversait les cheminées. « Voilà un endroit délicieux, dit-il. Il faut que nous invitions la grêle. » Et la grêle vint. Tous les jours, pendant 3 heures, elle crépitait sur le toit du château jusqu'à ce qu'elle se brisât la plupart des ardoises. Puis elle courait tout autour du jardin, aussi vite qu'elle pouvait. Elle était habillée de gris et son haleine était comme de la glace. « Je ne puis comprendre pourquoi le printemps tarde à venir, » disait le géant égoïste, tandis qu'il restait assis près de la fenêtre et regardait son jardin froid et blanc. « J'espère que le temps va changer. » Mais le printemps ne venait jamais, pas plus que l'été. L'automne donnait des fruits d'or à tous les jardins, mais n'en donnait aucun au jardin du géant. « Il est trop égoïste, » disait-il, de sorte que l'hiver y régnait toujours et que le vent du nord et la grêle, le gel et la neige dansaient parmi les arbres. Un matin, le géant était éveillé dans son lit quand il entendit une musique ravissante. Elle résonna si agréablement à ses oreilles qu'il pensa que ce devaient être les musiciens du roi qui passaient par là.
En réalité, ce n'était qu'un petit linot qui chantait dehors près de la fenêtre. Mais il y avait si longtemps qu'il n'avait entendu un oiseau chanter dans son jardin que cela lui parut la plus belle musique du monde. Alors, la grêle s'arrêta de danser au-dessus de sa tête et le vent du nord cessa de mugir et un doux parfum monta jusqu'à lui par la fenêtre ouverte. « Ah, je crois que le printemps est enfin venu !» dit le géant, et il sauta du lit et regarda dehors. Que vit-il ? Il vit le plus merveilleux spectacle. À travers un petit trou dans le mur, les enfants s'étaient glissés à l'intérieur et ils étaient assis sur les branches des arbres. Dans chaque arbre qu'ils pouvaient voir, il y avait un petit enfant, et les arbres étaient si contents de voir les enfants revenus qu'ils s'étaient couverts de fleurs et agitaient doucement leurs bras au-dessus des têtes des enfants. Les oiseaux voletaient et gazouillaient avec délice, et les fleurs regardaient à travers l'herbe verte et riaient. C'était un bien charmant spectacle. Mais dans un seul coin, c'était encore l'hiver. C'était le coin le plus reculé du jardin, et il y avait là un petit garçon. Il était si petit qu'il ne pouvait atteindre les branches de l'arbre, et il errait tout autour en pleurant amèrement. Le pauvre arbre était encore tout couvert de neige et de givre, et le vent du nord soufflait et mugissait au-dessus de lui. « Grimpe, petit garçon !» disait l'arbre, et il abaissait ses branches aussi bas qu'il pouvait, mais l'enfant était trop petit. Et le cœur du géant s'émut en regardant dehors. « Comme j'ai été égoïste, dit-il. Maintenant je sais pourquoi le printemps ne voulait pas venir ici. Je vais mettre ce pauvre petit garçon tout en haut de l'arbre, et je démolirai le mur, et mon jardin sera à jamais la cour de récréation des enfants. » Il était vraiment très fâché de ce qu'il avait fait, de sorte qu'il descendit sans bruit l'escalier, ouvrit très doucement la porte et pénétra dans le jardin. Et quand les enfants le virent, ils furent si effrayés qu'ils s'enfuirent. Et le jardin devint de nouveau l'hiver. Seul le petit garçon ne s'enfuit point, car ses yeux étaient si pleins de larmes qu'il ne vit pas le géant venir. Et le géant s'avança sans bruit derrière lui, le prit doucement dans sa main et le posa dans l'arbre. Et l'arbre se couvrit aussitôt de fleurs, et les oiseaux vinrent y chanter. Et le petit garçon étendit ses deux bras, les jeta autour du cou du géant et l'embrassa. Et quand les autres enfants virent que le géant n'était plus méchant, ils revinrent en courant, et le printemps revint avec eux. « C'est votre jardin maintenant, petits enfants, dit le géant. Et il prit une grande hache et fit tomber le mur. Et quand tous les gens allèrent au marché à midi, ils virent le géant en train de jouer avec les enfants dans le plus beau jardin qu'ils eussent jamais vu. Ils jouèrent tout le jour et le soir, ils vinrent dire au revoir au géant. « Mais où donc est votre petit compagnon ? demanda-t-il. « Celui que j'ai posé dans l'arbre. » Le géant l'aimait mieux que les autres, parce qu'il l'avait embrassé. « Nous n'en savons rien, répondirent les enfants. « Il est parti ? Il faut que vous lui disiez de venir demain, dit le géant. » Mais les enfants répondirent qu'ils ne savaient où il habitait et ne l'avaient jamais vu auparavant. Et le géant fut très triste. Tous les après-midi, après l'école, les enfants vinrent jouer avec le géant, mais on ne revit jamais le petit garçon que le géant aimait. Le géant était très bon pour tous les enfants, mais il désirait revoir son premier petit ami et parlait souvent de lui. « Comme j'aimerais le voir, » disait-il. Les années passèrent et le géant devint très vieux et très faible. Il ne pouvait plus jouer, de sorte qu'il restait assis dans un fauteuil immense, regardait les jeux des enfants et admirait son jardin. « Ah, j'ai beaucoup de belles fleurs, disait-il. Mais les enfants sont les plus belles fleurs de toutes.
Un matin d'hiver, il regardait par la fenêtre en s'habillant. Il ne détestait plus autant l'hiver, car il savait que c'était simplement le printemps endormi et que les fleurs se reposaient. Soudain, émerveillé, il se frotta les yeux et regarda fixement. C'était certainement une vue merveilleuse. Dans le coin le plus reculé du jardin, il y avait un arbre tout couvert de ravissantes fleurs blanches. Ses branches étaient toutes dorées et des fruits d'argent y étaient suspendus, et au-dessous se tenait le petit garçon qu'il avait aimé. Dans sa joie, le géant descendit en courant l'escalier et pénétra dans le jardin. Il traversa l'herbe en toute hâte et arriva près de l'enfant. Et quand il fut tout près, son visage rougit de colère, et il dit : « Qui a osé te blesser ?» Car sur les paumes de l'enfant, il y avait l'empreinte de 2 clous, et il y avait aussi l'empreinte de 2 clous sur les petits pieds. « Qui a osé te blesser ?» s'écria le géant. « Dis-le-moi, afin que je prenne mon grand sabre et que je le tue. » « Non, » répondit l'enfant, « ce sont les blessures de l'amour. »« Qui donc es-tu » dit le géant. Et une crainte étrange s'empara de lui, et il s'agenouilla devant le petit enfant. Et l'enfant sourit au géant et lui dit : « Tu m'as laissé un jour jouer dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras avec moi dans mon jardin qui est le paradis. » Et ce jour-là, quand les enfants coururent au jardin dans l'après-midi, ils trouvèrent le géant couché sous l'arbre, mort et tout couvert de fleurs blanches. Les 3 oranges. Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, une petite maison dans la campagne. Et dans cette maison vivaient le père, la mère et 3 garçons. Mais dans cette maison, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de maison, un jour est arrivé dans le cœur de chacun des garçons un rêve. Et ce rêve, c'était peut-être faire le tour de la terre s'il le fallait, mais c'était partir pour chercher la fortune. Et une fois trouvée, la prendre et puis la partager avec le père, la mère et les 2 autres frères. Le temps a passé, les enfants ont grandi et dans leur cœur, le rêve aussi a grandi. Un jour est venu le temps pour le plus grand de partir voir le monde. Alors, il a quitté le père, la mère et les 2 autres frères. Et il s'est mis en chemin. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans, c'est en marchant qu'on fait les chemins. Et bientôt, il est arrivé à un carrefour. Il y avait là, sur le bord de la route, une vieille femme. Elle l'a vu de loin. Elle l'a appelé. « Hé, garçon, viens m'aider. Regarde mon mouton, il est tombé dans le fossé. Il est trop lourd pour moi, hein ? Allez, viens m'aider. » Seulement, dans le cœur du garçon, le rêve était tellement grand qu'il avait mangé toute la place et il est passé à côté de la vieille sans s'arrêter.
sans même voir qu'il y avait là quelqu'un qui lui parlait. En le regardant partir dans son dos, elle a dit « Toi, comme tu feras, tu trouveras ». Et au même instant, dans le cœur du garçon, est entrée comme une sorte de fatigue, une lassitude, une envie de tout abandonner et de rentrer chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez lui, les mains vides, sans rien rapporter. Le temps a passé, les années après les années, et bientôt est venu le temps pour le deuxième de partir à son tour. Alors il a salué le père, la mère et les deux autres frères, et lui aussi, il est parti. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans, c'est en marchant qu'on fait les chemins. Et bientôt, lui aussi, il est arrivé à un carrefour. Il y avait là, sur le bord de la route, une vieille femme. Elle l'a vu de loin. Elle l'a appelé. « Hé, garçon, viens m'aider. Regarde mon mouton, il est tombé dans le fossé. Il est trop lourd pour moi, hein? Allez, viens m'aider. » Seulement, dans le cœur du garçon, le rêve était tellement grand qu'il avait mangé toute la place. Et il a dit à la vieille « J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps, je suis pressé. Le grand chez nous, il nous a fait perdre des années, et moi maintenant, il faut que je rattrape le temps perdu. Demande à quelqu'un qui aura du temps. » Et en le regardant partir dans son dos, elle a dit « Toi, comme tu feras, tu trouveras. » Et au même instant, dans le cœur du garçon, est entrée comme une maladie, une sorte de dégoût, une envie de tout arrêter et de rentrer chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré chez lui, les mains vides, sans rien rapporter. Le temps a passé, les années après les années, et bientôt est venu le temps pour le dernier de partir à son tour. Alors il a salué le père, la mère et les deux autres frères, et lui aussi il est parti. Marche aujourd'hui, marche demain, marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans, c'est en marchant qu'on fait les chemins. Et lui aussi est arrivé à un carrefour, et là, sur le bord de la route, il y avait toujours la vieille. Elle l'a vu de loin. Elle l'a appelé. « Hé, garçon, viens m'aider, regarde mon mouton, il est tombé dans le fossé, il est trop lourd pour moi, hein? Allez, viens m'aider. » Et lui, il n'a pas réfléchi. Il s'est approché, il a regardé le mouton, il a mis ses doigts dans la laine, et le mouton s'est retrouvé sur ses 4 pattes, sur la route. Et la vieille lui a dit « Si tu savais combien d'années j'ai attendu pour que quelqu'un comme toi vienne m'aider. Oh, tu sais, je ne suis qu'une pauvre vieille, mais je vais te faire un cadeau. » Elle s'est retournée, et de son sac, elle a sorti 3 oranges qu'elle lui a données. Voilà. Oh, je sais, ça n'a pas l'air de grand-chose, 3 oranges. Mais celles-là, elles ne sont pas comme les autres. Il y a quelque chose dedans. Attends pour les ouvrir d'avoir près de toi de l'eau claire, de l'eau que tu boirais toi-même. Mais prends ton temps, tu sais. De ces oranges-là, il n'y en a que 3 pour une seule vie. Va, mon garçon, et comme tu feras, tu trouveras. Et le garçon est reparti avec dans son dos son sac et dans son sac les 3 oranges. Il a continué le grand voyage du rêve. Le temps a passé, le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler. Alors, il a regardé où il était arrivé. Il était sur un chemin de pierre. Il a regardé par terre et il a vu devant lui une flaque d'eau. Il s'est approché. On pouvait voir le ciel dedans. Elle était belle, cette eau. C'était une eau de pluie, une eau de la nuit. Personne n'avait encore marché dans cette eau-là. Alors il a pensé que c'était peut-être le moment. Il a sorti de sac une orange. Il l'a ouverte. Et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille, belle, comme jamais il n'aurait pu l'imaginer. Il était tout intimidé. Il n'osait plus parler. Il osait à peine la regarder. Elle lui a dit « Donne-moi à boire. » Alors il a montré l'eau et la jeune fille s'est agenouillée et de sa main elle s'est mise à ramasser cette eau et à boire. Elle a bu, elle a bu, elle a bu toute l'eau qu'il y avait là par terre, jusqu'à la dernière goutte. Puis elle a dit « C'est tout ?»« Bien oui, c'est tout. » « Oh, mais il n'y en avait pas assez. »
Puis elle est devenue triste. Elle a commencé à devenir pâle, de plus en plus pâle, puis transparente, et bientôt elle avait disparu. Il n'y en avait pas assez. Eh bien, je vais attendre, et en attendant, je vais continuer le grand voyage du rêve. Et il s'est mis en chemin. Il a marché, marché, marché. Le temps a passé, le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler qu'il lui restait au fond du sac 2 oranges. Il a regardé où il était arrivé. Sur le bord de la route, derrière les arbres, il y avait une ombre, comme une forêt, comme s'il y avait la nuit derrière. L'ombre qu'il avait vue était celle d'un étang, sombre et profond. Il a regardé l'eau, mais ce n'était pas l'eau qui était sombre, c'était la terre au fond, la mousse, les feuilles des arbres. L'eau était transparente, elle était lisse, silencieuse, elle attendait. Alors il a pensé que c'était peut-être le moment. Il a sorti du sac la 2e orange, il l'a ouverte, et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille, 100 fois plus belle que l'autre. Il était tout intimidé, il n'osait plus parler, il osait à peine la regarder. Elle lui a dit « Donne-moi à boire ». Il a montré l'étang, et la jeune fille s'est approchée du bord, elle s'est penchée sur l'eau et elle s'est mise à boire. Elle a bu pendant des heures, et jusqu'au soir, et toute la nuit. Au matin, elle avait bu toute l'eau de l'étang, jusqu'à la dernière goutte. Puis elle s'est retournée et elle a dit « C'est tout ?»« Ah, bien oui, c'est tout. » Oh, mais il n'y en avait pas assez. Puis elle a penché la tête, elle a commencé à perdre ses couleurs, à devenir pâle, puis transparente, et bientôt elle avait disparu, comme la première. Il n'y en avait pas assez. Eh bien, je vais attendre et je vais continuer le grand voyage du rêve. Et il s'est mis en chemin. Il a marché, marché, marché. Le temps a passé, le temps d'oublier, puis à nouveau le temps de se rappeler qu'il lui restait au fond du sac une dernière orange. Alors il a regardé où il était arrivé. Il était près d'un village. Il est entré, et bientôt sur la place, il a vu une fontaine de pierres blanches. Il s'est approché pour regarder l'eau. Elle était belle, elle était rieuse, lumineuse, elle chantait comme le cristal. Il s'est dit, c'est une fontaine, il y en aura assez. Alors, il a pris la dernière orange. Il l'a ouverte, et tout à coup, il a vu devant lui une jeune fille, 1000 fois plus belle que les 2 autres. Il était tout intimidé, il n'osait plus parler, il ne savait même plus quelle langue il parlait, il osait à peine la regarder. Elle lui a dit « Donne-moi à boire ». Alors il a montré la fontaine, et la jeune fille s'est assise sur la pierre, et de sa main elle a commencé à cueillir cette eau qui tombait. Elle s'est mise à boire, à boire. Elle a bu, pendant des heures, et toute la nuit, le lendemain, et toute la nuit suivante, et le lendemain encore. Au matin du 4e jour, elle s'est arrêtée de boire, et l'eau coulait toujours. Elle a secoué sa main et elle a dit « Tu m'as rassasiée. Si tu veux, partout où tu seras, je serai avec toi. » Alors il était temps de retrouver sa langue, non ? Eh bien, il l'a retrouvée. Et il a retrouvé le plus petit et le plus beau qu'il connaissait dans sa langue. Il lui a dit simplement « oui ». Et ensemble, ils ont continué le grand voyage du rêve. Ils ont marché, 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 puis ils sont arrivés dans une grande forêt, et dans une clairière, ils se sont retrouvés devant la façade d'un château blanc. C'était étrange. Il n'y avait pas un seul oiseau dans cet endroit. La porte était entr'ouverte. Ils sont entrés. Au fond de la salle se trouvait une table immense, couverte de pain, de viande, de fruits, à boire et à manger pour des centaines et des centaines de gens. Ils ont appelé. Personne. Alors ils ont goûté un fruit, puis 2, ils ont mangé encore, puis ils ont appelé pour savoir s'il y avait quelqu'un à remercier.
Le château semblait inhabité. Il y avait un grand escalier de pierre. Ils sont montés et ils sont arrivés dans une autre salle au fond de laquelle était un grand lit blanc. Ça doit être bon de dormir dans un beau lit comme ça. Cela faisait si longtemps qu'il dormait dans la paille des granges ou des champs. Il l'a regardé et il lui a dit « On ose ?» Eh bien, ils ont osé. Seulement, le lendemain, quand il s'est réveillé, le garçon ne reconnaissait plus les murs de la salle. Il y avait maintenant autour d'eux des jardiniers, des chasseurs, des cavaliers, des paysans, des serviteurs, des centaines et des centaines de gens. Le plus vieux s'est approché d'eux et leur a dit « Vous êtes entrés et vous êtes servis. Vous avez eu raison, ce château vous attendait depuis toujours, il était fait pour vous. Vous voici maintenant prince et princesse, et nous tous qui sommes là, nous sommes à votre service. » Mais alors c'était ça, le rêve du voyage? La fortune? Il était riche, il avait un château, des domaines, des gens à son service, il était prince et il avait la plus belle princesse qu'on pouvait espérer. Qu'espérer de plus? Si, une chose, sa parole. Alors, sans attendre, il a confié la princesse aux gens du château et il a dit « Je ne veux pas que le soleil passe sur cette journée sans m'en retourner chercher le père, la mère et les 2 autres frères. » Et il s'est mis en chemin. Les jours et les semaines ont passé et enfin on a entendu frapper à la porte du château. Mais quand on a ouvert, ce n'était pas le prince qui rentrait avec sa famille. Il y avait là une vieille femme. « Il paraît qu'habite ici une princesse belle comme le jour. Permettez à une pauvre vieille comme moi de voir quelque chose de beau avant de mourir. » Elle était sale, elle avait des cheveux, des yeux méchants. Alors on l'a chassée. « Passe ton chemin, il n'y a rien de bon pour toi ici. »« Vous me chassez, mais demandez-lui au moins. » Et quand la princesse l'a vue, elle a dit « Oh, laissez-la entrer, c'est une pauvre vieille. » On les a laissés seuls. Puis elle a dit à la princesse « Comme vous avez de beaux cheveux, permettez à une pauvre vieille comme moi de passer une fois ses pauvres mains dans d'aussi beaux cheveux. S'il vous plaît. » Elle n'avait pas très envie, mais elle a dit « Bien, si vous voulez. » Et la vieille a passé ses doigts maigres dans les cheveux de la princesse. Et elle a dit « Oh, comme ils sont fins! Est-ce que je peux recommencer ?»« Une fois, si vous voulez. » Et la vieille a caressé les cheveux à nouveau. « Comme ils sont légers! Est-ce que je peux recommencer ?» Une dernière fois alors. Mais cette fois, la vieille a sorti de son épaule une épingle qu'elle a plantée dans la tête de la princesse qui s'est transformée en oiseau, qui s'est envolé par la fenêtre et qui a disparu dans la forêt. La vieille a quitté le château sans bruit. L'instant d'après, quand on est revenu dans la pièce, ne s'y trouvait ni la sorcière, ni la princesse. On a appelé, on a cherché, en vain. Puis un jour, enfin, on a frappé à nouveau à la porte. C'était le prince qui arrivait avec sa famille. Et il a bien fallu lui dire « Prince, il est arrivé un malheur. Une vieille a demandé à voir la princesse. On les a laissés seuls un instant, mais depuis, on ne les a plus revus. » Alors le prince a baissé la tête. Sans répondre, il a gravi les marches de pierre, il est allé dans la chambre. Il a tiré une chaise devant la fenêtre, il a posé ses yeux au bout du chemin. Et depuis cet instant, il n'a plus jamais parlé, ni souri, ni mangé, ni dormi. Les jours passaient et le prince devenait pâle. Il perdait peu à peu ses couleurs. On s'inquiétait pour sa santé, on disait qu'il allait se laisser mourir de chagrin. Un jour, le fils du jardinier est allé le trouver et lui a dit « Prince, prince, chaque matin il y a un petit oiseau qui vient se poser sur le bord de ma fenêtre. Est-ce que je peux l'attraper?
Prince, prince, chaque matin il y a un petit oiseau qui vient se... Fais ce que tu veux, a dit le prince. Alors, tout content, le petit garçon est descendu. Il a attendu le lendemain. Il a attrapé l'oiseau, l'a mis dans une cage. Et puis il a pensé que peut-être l'oiseau lui tiendrait compagnie. Alors il a posé la cage sur une table dans la chambre du prince. Mais lui ne regardait déjà plus rien. Un jour, le chagrin était devenu tellement lourd qu'il a eu envie de caresser quelque chose, n'importe quoi. Le prince a vu la cage, a pris l'oiseau et l'a caressé doucement. Mais sur la tête de l'oiseau, il a senti une épingle. Il l'a retirée et la princesse était là, de nouveau, devant lui. Alors, ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Eh bien, ils l'ont fait. Une fête, les amis, comme on savait les faire au temps où on savait. On avait fait les choses en grand. On avait convoqué tous les musiciens du royaume et tous les musiciens des royaumes alentours. Et s'en faisait du monde. On les a fait monter tous ensemble sur un tonneau pour bien les entendre. Et on leur a dit « Jouez tout ce que vous savez faire. On vous prévient. S'il y en a un qui tombe ou qui s'arrête, on lui coupe les oreilles. » Alors vous pensez, ils ont joué, on a dansé, 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 les invités dansaient, les tapis, les armoires, les cheminées, le château tout entier dansait. Ah, ah, mais vous savez qu'au bout d'une journée, on commençait à avoir faim. Il fallait reprendre des forces. Eh bien, on avait fait les choses en grand. On avait convoqué tous les cuisiniers du royaume et tous les cuisiniers des royaumes alentours. On les a enfermés tous ensemble dans les cuisines et on leur a dit « Préparez tout ce que vous savez faire et défense de sortir. On vous prévient, ce qui passera à la porte de la cuisine, on le mange. » Alors vous pensez, ils sont restés au chaud et ils ont travaillé. De temps en temps, la porte s'ouvrait et on voyait courir des petits cochons rôtis qui traversaient les salles avec la fourchette plantée dans le dos et la sauce à la moutarde qui suivait derrière dans les petites cuillères. Et les gâteaux, ah les gâteaux, on n'avait pas convoqué les pâtissiers, non, c'était les architectes qui savaient construire les gâteaux énormes. On les avait installés dans les plus hautes salles du château et si on voulait y goûter, pas besoin de petites cuillères. Il fallait prendre une échelle, monter à l'échelle et manger. Et si on s'était trompé de gâteau? Eh bien, tant pis. Il fallait continuer à manger pour sortir du gâteau de l'autre côté. Puis on se laissait glisser le long de la crème pour redescendre. Et alors on allait boire. Et là, mes amis, on avait fait les choses en grand. Il y avait des fontaines de champagne pour les petits et des fontaines de champagne pour les grands. On s'est amusé. 4 semaines cela a duré. Mais vous savez bien, dans les fêtes, il y en a toujours quelques-uns qui en profitent pour exagérer, hein? Alors, on en a vu qui se tenaient au mur, la main sur le ventre, les yeux rouges, et on s'est dit, on est là pour s'amuser, mais pas pour se rendre malade, hein? Et on est redevenu raisonnable. C'est comme ça que les fêtes s'arrêtent. On s'est reposé, mais quand chacun s'est réveillé, il restait encore une chose à faire. On a mis dans les mains de chacun des invités un bâton. Puis on les a fait se disperser tout autour du château dans toutes les directions. La battue. Et on a bien fini par la retrouver. On l'a attrapé, on l'a attaché, on l'a ramené et on a ordonné au cuisinier d'allumer le plus grand des fours du château. On y a jeté la sorcière. Et on dit que quand elle a brûlé, de la plus haute des cheminées est montée une flamme droite et noire jusqu'au ciel. Et curieusement, quand le feu s'est éteint et qu'on a ouvert le four, à l'intérieur, il ne restait plus rien, ni cendre, ni poussière. Mais sachez que, depuis ce jour, rien n'a plus séparé l'amour des 3 oranges.
cric et crac, l'histoire est dans le sac.